Bonjour et bienvenue sur le plateau de Smartech. On va commencer cette édition aujourd'hui avec Marwan Elfites, responsable des programmes Startup chez Station F, qui vient nous parler aujourd'hui de la Space Tech. Et puis réalité virtuelle ou réalité augmentée, tout un monde de nouvelles possibilités s'offre à nous, consommateurs, mais aussi surtout aux entreprises qui se saisissent aujourd'hui de ce nouveau marché. On va en parler avec nos invités dans le talk dans cette émission. Ensuite, c'est votre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux qui va revenir encore une fois aujourd'hui sur l'actualité de l'in-game advertising. Avant de conclure avec une innovation, je vous propose une partie de golf connecté à la fin de cette émission. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'interview Launchpad dans Smartech. Marwan Elfites, responsable des programmes Startup de Station F. Vous êtes avec nous sur le plateau de Smartech. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors, on parle régulièrement dans cette émission de l'écosystème spatial français. De plus en plus de startups émergent pour venir challenger les grands acteurs du milieu. Et vous avez décidé aujourd'hui de nous parler de cet écosystème, justement, à l'heure où tout le monde a les yeux rivés vers l'espace et précisément vers le tourisme spatial. Tout le monde semble aller dans l'espace, en tout cas au mois de juillet. On a eu juste hier le départ de M. Bezos, donc un 20 juillet symboliquement, qui est quand même le jour où M. Armstrong a marché sur la Lune, qui fait suite du coup au milliardaire Branson, qui est allé avec Virgin Galactic. Donc il y a cette question du tourisme spatial qui entraîne des prévisions assez intéressantes. Certains parlent l'année prochaine de près de 400 à 600 clients potentiels de Virgin Galactic, des tickets à 200 000 euros qui pourraient aller à 20 000 euros sur plusieurs années. On parle aussi quasiment de 50 000 clients potentiels par an. Alors, inutile d'anticiper le coût environnemental de ce genre de tourisme, mais en tout cas, c'est un sujet qui se pose. Et à travers cette actualité de M. Bezos, même aussi de Musk, qui, dans les prochaines années, on parle même aussi d'ici 2023 d'un tour autour de la Lune avec un milliardaire japonais à travers d'une fusée SpaceX, se pose la question finalement de ce qu'on appelle le New Space versus le Old Space. Alors le Old Space, l'ancien espace, entre guillemets, c'est surtout l'industrie spatiale telle qu'on l'a connue jusqu'à quasiment aujourd'hui, cette découverte, cette exploration, le contexte de la guerre froide, bref, c'était vraiment cette industrie qui a permis le contexte d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de New Space. Alors New Space, c'est finalement cette irruption sur la scène spatiale d'acteurs issus du monde privé, grâce à un nouveau contexte juridique qui a permis finalement d'explorer l'espace par des acteurs autres que des acteurs étatiques ou des institutions publiques. Et des nouvelles technologies aussi avec les nanosatellites qui ont un petit peu chamboulé les possibilités aujourd'hui. Alors, quels sont pour vous les principaux enjeux de ce secteur en France, géopolitique par exemple, mais autres aussi? L'enjeu, il est même, il va dépasser parce que le cadre purement européen, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le fait de voir des GAFA rentrer sur cette scène-là montre finalement l'irruption de leur façon de procéder dans un domaine qui était jusque-là uniquement scientifique ou à des fins exploratoires. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans l'espace en tant qu'entreprise privée, forcément, vous y allez pour des débouchés commerciaux, vous y allez pour aussi répondre à des besoins clients. Et donc le nouvel or noir devient finalement la donnée spatiale. La donnée spatiale est cet enjeu aujourd'hui. Vous allez capter de la donnée, vous allez devoir la remettre à disposition finalement sous plusieurs formes auprès d'utilisateurs sur Terre. Oui. Et chez Station F, j'imagine que vous avez quelques-unes de ces entreprises qui vont exploiter ce filon. Oui, alors c'est très large. Quand on parle de SpaceX, il faut aussi même le définir parce que il n'y a pas uniquement des startups qui travaillent sur des fusées, des lanceurs ou des bras robotisés qui vont se retrouver sur la Lune. C'est un champ de domaine très large avec différentes tendances. On avait parlé des nanosatellites, on parle de satellites à basse orbite, on va aussi parler d'exploration, de minage, pourquoi pas sur des corps célestes. Il y a énormément de choses. Sur les astéroïdes. Sur les astéroïdes, en effet. Et donc, lorsqu'on fait le mapping finalement des technologies qu'on va retrouver dans SpaceX, on va retrouver donc des startups qui bossent sur des composants, sur des équipements, des startups dans la partie satellite, effectivement, des startups sur la partie analyse de données, d'images, des startups sur des solutions d'intelligence artificielle. Bref, c'est un éventail très très large. Et quand on voit l'écosystème européen, on va avoir des super startups en France, en Italie, Kineis par exemple en France, qui est dans le French Tech 120, qui a levé près de 100 millions d'euros justement pour lancer des constellations de nanosatellites, près de 25 qui sont prévus d'ici 2022. On pense à l'Italie, il y a 10 orbites qui a levé 25 millions, qui travaillent aussi vraiment sur le positionnement en orbite de nanosatellites. Donc il y a un écosystème qui se crée aussi du coup en dehors du marché américain, qui se crée en Europe. Alors à Station F, alors du coup différents champs d'application. D'exploration, si on ose dire. D'exploration. Une startup dont j'ai déjà parlé ici, qui s'appelle Interstellar Lab, qui est vraiment la pure illustration de l'application de technologies spatiales. On le voit juste là. Il s'agit finalement de construire des habitats biorégénératifs fermés
qui vont pouvoir recycler l'air, l'eau, la nourriture, permettre la soutenabilité de la vie humaine et de la vie végétale. Donc on faut voir ça comme des dômes en thermodynamique qui permet aussi d'accélérer la transpiration des plantes et donc de générer de l'eau potable. Ce sont des dômes qui sont indépendants, qu'on peut connecter entre eux pour permettre à des groupes humains plus importants finalement de vivre. Et forcément, ce n'est pas encore disponible sur Mars ou sur la Lune, ça va se lancer sur Terre d'abord. Et il faut voir ça comme des hôtels ou des laboratoires d'expérimentation qui, à terme, permettront finalement peut-être de le mettre sur Mars. On fait beaucoup d'expériences, ne serait-ce que pour l'aspect psychologique de cette aventure qui s'annonce. Et souvent dans le désert aux États-Unis, on enferme des futurs astronautes ou des gens qui ne partiront jamais mais qui font avancer la science. Et on pourrait tester cette technologie à ce moment-là. Et c'est le cas, Interstellar Lab qui a été fondé par Barbara Bilvzi en 2018, qui lance ses premières thèses dans les déserts de Mojave, notamment aux États-Unis. Alors, autre aventure qui là concerne plus la data. Oui, alors en fait, ce qu'on voit vraiment de manière immédiate sur ces technologies spatiales, sur cette space tech, c'est tout ce qui va tourner autour de l'exploitation donc des données spatiales, comme je l'indiquais. Aujourd'hui, la vie sur Terre deviendrait quasiment difficile sans ces données spatiales. On parle quand même de GPS, on parle d'analyse météo, de prévision de catastrophes naturelles, même d'Internet des objets. Ces nanosatellites souvent permettent de connecter des millions d'objets. Et donc, on en a pas mal dans ce domaine-là. On va avoir Data Labs. Data Labs qui permet de proposer des solutions et des experts sur l'annotation d'images pour l'implémentation d'intelligence de solutions d'AI assez complexes. Et donc, il y a pas mal de champs d'application sur l'agriculture, mais aussi dans le géospatial. Notamment, il y a pas mal aujourd'hui de données, de cartes aériennes ou spatiales qui sont aujourd'hui enrichies par des métadonnées qui permettent d'accélérer le processus de prise de décision. Qui pourrait accompagner aussi la recherche au niveau écologique, météorologique, effectivement, qui est très important et qui passera par le déploiement de solutions autour des satellites. Une dernière ? On peut penser à des domaines notamment autour de l'assurance, HDRN, là aussi j'en avais parlé ici, qui est dans la prévision météorologique, la prévision de pluie, qui va fabriquer des capteurs qu'on peut brancher à des paraboles qui vont du coup détecter grâce à la perturbation sur les ondes de télésatellites finalement, qui va permettre de détecter la prévision de pluie à près de 500 mètres, donc 2 heures en avance. Les calculateurs, les supercalculateurs qui font leur entrée à ce moment-là pourront utiliser toutes ces données qui seront récoltées. Est-ce qu'on peut conclure peut-être sur le rôle pour l'éclosion de toutes ces entreprises du secteur public? Bien sûr, parce que lorsqu'on voit ces superstars, les Bezos, les Musk, les Branson, on a l'impression que ce ne sont que des acteurs privés, mais c'est vraiment nier l'impact des États. Le New Space, on peut aussi le nuancer aujourd'hui. Le New Space, ce n'est pas que le privé. 90% des commandes sont des commandes publiques. Donc les États sont très très présents. Et pour terminer, effectivement, l'enjeu est un enjeu d'investissement. On parle beaucoup de la deep tech en France, notamment, il y a pas mal de plans qui ont été lancés. Mais lorsqu'on parle de space tech, on est dans des investissements capitalistiques beaucoup plus élevés. Je parlais de Kini, c'est 100 millions d'euros d'investissement. De D-Orbit en Italie, c'est 25 millions d'euros. Donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'essentiel des investissements space tech, se font entre le CID et la CIA pour pouvoir aller sur des montants beaucoup plus élevés. Et puis il y a des accélérateurs dans la space tech qui commencent à voir le jour. On a annoncé il y a quelques semaines un accélérateur du CNES, Space Founders, qui était lancé. Donc il y a de plus en plus d'initiatives comme ça pour porter le secteur du spatial. L'Agence spatiale européenne le porte pas mal. Il y a pas mal d'incubateurs de l'ESA qui se font sur le sol européen. Un dernier mot peut-être sur les bénéfices que si on voit ces entreprises croître, il y aura un bénéfice pour l'écosystème local dans les régions dans lesquelles ces entreprises sont implantées. Oui, parce que encore une fois, l'enjeu, c'est l'investissement. On voit pas mal de startups qui parfois changent de continent parce qu'elles n'ont pas pu avoir le montant nécessaire pour continuer. Donc c'est vraiment essentiel aujourd'hui, si on veut garder ces pépites sur le sol européen, de pouvoir avoir des structures d'investissement adaptées et sur le long terme surtout. C'est vraiment pas des enjeux d'un an ou de 2 ans, c'est vraiment sur le long terme. Sinon, elles vont quitter ce marché et aller sur d'autres marchés plus porteurs. Merci beaucoup, Marwan Elfites, responsable des programmes Start-up de Station F, d'être venu nous faire un état des lieux de la Space Tech aujourd'hui, notamment chez Station F. On poursuit quant à nous avec le Tech Talk du jour. Depuis 5 ans déjà, la réalité virtuelle est accessible au grand public. Elle a été démocratisée grâce à ces technologies qui ont pu émerger sur le marché. Et puis avec elle a aussi émergé la réalité augmentée qui pullule sur les applications que nous utilisons finalement tous les jours. Ces deux outils représentent aujourd'hui un nouveau marché que la France doit se disputer avec
des acteurs, des géants du numérique, parce qu'il y a ceux qui utilisent ces techniques, ces outils innovants, et puis il y a ceux qui les font, et on va s'intéresser aussi aujourd'hui à ceux qui les font. Alors pour en parler avec nous en plateau, Marion Tourette, directrice générale associée d'Univers Studio. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors Merci. vous proposez des solutions de formation en réalité virtuelle pour les entreprises, et vous avez aussi utilisé la VR dans le cadre de l'événementiel pour mettre à l'épreuve finalement les solutions que vous proposez ensuite aux entreprises. On a également avec nous, pour en parler à distance, Laurent Chrétien, directeur général de Laval Virtual, un salon qui se consacre aux petites et grandes entreprises du secteur. La dernière édition s'est tenue il y a quelques semaines tout juste, en format hybride. Bonjour Laurent Chrétien. Bonjour. Alors, la première question que moi j'aimerais vous poser, c'est celle-ci. En quoi l'émergence de ces technologies, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, constitue une aubaine pour l'entrepreneuriat français aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez commencer par répondre, Laurent Chrétien? Alors, Est-ce que alors, je vais vous donner la parole, puisqu'on a un petit problème technique avec Laurent Chrétien. Est-ce que vous pouvez répondre, Marion Tourette, à cette question? Je la répète, en quoi ces technologies-là constituent une opportunité aujourd'hui pour les entreprises françaises? Je pense que, en tout cas, de notre fenêtre de studio de création de contenu, il y a plusieurs axes là-dessus. La première, c'est que ça re-questionne un petit peu et les modalités pédagogiques dans les entreprises et la valorisation du savoir-faire, que ce soit d'un point de vue transmission de compétences ou d'un point de vue valorisation de produits qu'on peut faire ou de communication. Donc sur l'écosystème, en tout cas, des entreprises françaises, je pense qu'il y a un vrai intérêt sur la réalité virtuelle. Et sur la partie studio, en France, il faut savoir qu'on a quand même des studios qui sont très compétents dans ces domaines-là et qui font des contenus qui sont vraiment de qualité et qui gagnent à être connus. Oui, c'est ça. En fait, il y a une opportunité de création autour de ces technologies-là. On va essayer de se concentrer là-dessus d'abord aujourd'hui. Vous avez choisi aussi de proposer, d'accompagner les entreprises, ce qui veut dire qu'il y a des marchés de niche qui sont offerts aux entreprises qui veulent s'en saisir aujourd'hui. Est-ce qu'on peut les donner ? Absolument. Après, ça va dépendre de la spécificité de chaque studio et chaque entreprise. Oui. Il est certain que des marchés niches émergent puisque maintenant, aujourd'hui, on est capable de trouver des cas d'usage qui ont du sens dans l'utilisation de la réalité virtuelle. Et on va pouvoir vraiment commencer à avoir une technologie qui est mature et qui va permettre d'accompagner une entreprise d'un point A à un point B. Alors, par exemple, on peut citer tout de suite ces secteurs-là chez lesquels on va pouvoir déployer ces solutions. Donc, il y a les entreprises. Bien sûr, il peut y avoir les entreprises, qui sont dans des secteurs en tension, par exemple, qui ont du mal à recruter et donc qui vont avoir besoin de rendre le secteur plus attractif, de mieux communiquer par rapport à leur secteur d'activité. Il va y avoir aussi les entreprises qui ont un fort turnover et qui vont avoir besoin de former régulièrement les personnels, le secteur de la logistique, par exemple, où lors des Free Friday, on va avoir beaucoup d'intérimaires qu'il faut former rapidement et de manière efficace. On va avoir des sociétés françaises à haute valeur ajoutée qui ont des process complexes où on va utiliser la réalité virtuelle justement pour simplifier un petit peu tout ça et pour remettre les bases puisque aujourd'hui la formation fonctionne aussi beaucoup sur du mentorat, donc on va l'utiliser comme ça. Et puis on va aussi avoir la partie, comme on le disait, communication tout à l'heure, où sur des salons, on va avoir des machines qui sont extrêmement imposantes ou des process qu'on ne peut pas forcément mettre en live sur un salon. Il y a des par exemple, on ne peut pas perfuser quelqu'un. Et donc on va servir de la réalité virtuelle comme un outil pour justement mettre un objet en action et que les personnes puissent se saisir vraiment du sujet. Oui, c'est important de le préciser. Alors on a retrouvé Laurent Chrétien qui est de nouveau avec nous, directeur général de Laval Virtual. Je me tourne vers vous. C'est important aussi de préciser aujourd'hui que la réalité virtuelle, par exemple, ce n'est plus un sujet qui n'appartient qu'aux jeux vidéo. Beaucoup d'autres opportunités sont offertes aux entreprises aujourd'hui qui ne sont pas spécialisées dans le jeu vidéo, mais qui voudraient proposer cette technologie. Bien sûr, bien sûr. Ça fait d'ailleurs de nombreuses années d'ailleurs que la réalité virtuelle est utilisée dans d'autres domaines que le jeu vidéo. Je pense à l'industrie, je pense à la santé,
On parlait de la formation également. Voilà, donc il y a beaucoup de domaines dans la culture, dans le tourisme, dans le sport. Ce sont vraiment des technologies qui sont transversales, qui voilà, et que à Laval Virtual, chaque année depuis 1999, eh bien, les utilisateurs potentiels, les entreprises qui vont avoir besoin de ces technologies viennent découvrir ces usages. Alors, il y a l'aspect évidemment innovation technologique qui est majeur sur le salon, et puis il y a tous ces usages qui se répandent au-delà du jeu vidéo, hein. Le jeu vidéo est relativement représenté à Laval Virtual, et c'est pas le meilleur endroit pour en voir. C'est vraiment un site enfin un événement sur lequel vous allez trouver énormément d'applications destinées aux entreprises. Euh, Cette ouverture de secteur, elle a permis à des entreprises qui n'étaient pas spécialisées dans le jeu vidéo de se lancer dans la spécialisation de la réalité virtuelle, comme vous l'avez fait en vous adressant aux entreprises. Laurent Chrétien, par exemple, est-ce que vous avez des profils, vous, d'entreprises qui se sont complètement reconvertis pour décider de proposer, de prendre à bras-le-corps le sujet de ces technologies-là, et quelles difficultés on rencontre à ce moment-là? Alors, en fait, l'écosystème français est constitué historiquement d'un certain nombre d'acteurs qui sont présents sur le domaine des applications professionnelles de la réalité virtuelle. Des retournements tels que vous les citez, en fait, on commence à en voir. Vous avez des agences de communication, par exemple, qui s'approprient ces technologies et qui se mettent à utiliser ces technologies pour la communication, le marketing, en réalité augmentée notamment. Mais vous commencez aussi à avoir des industries qui s'intéressent aux usages de ces technologies et qui pensent à bifurquer vers des usages beaucoup plus intensifs. Alors, vous parlez de l'industrie, justement. Comment vous vous êtes équipé, vous? Mais en fait, nous, on se base sur des constructeurs qui font des casques en réalité virtuelle. Et ensuite, on est indépendant, nous, d'un point de vue technologique. Donc, en fonction des sorties, en fonction des millésimes de casques, on va choisir celui qui est le plus adapté par rapport au profil de notre client. Et il y a une innovation qui est sortie récemment, c'est ce qu'on appelle les casques autonomes, qui pour nous ont été un vrai facteur accélérateur dans le déploiement de la réalité virtuelle en entreprise, puisqu'ils permettent maintenant à moindre coût d'équiper les industries, les sociétés, et ils permettent aussi de faire passer plusieurs personnes en même temps de manière assez agile. Donc du coup, nous, on va se baser sur ce qui existe déjà et après, on va être bien sûr à l'afflux du marché et de ce qui sort. Donc vous allez aller chercher comme ça les propositions software, hardware. Exactement. Et à quel moment vous pouvez les prendre en France ? Eh bien, justement, on est en train d'avancer sur ce sujet-là parce que Univers est français, basé à côté de Lyon, et on aime justement promouvoir l'écosystème français. Et c'est l'objectif aussi, c'est de faire rayonner la France via des réseaux et aussi via des constructeurs français pour faire en sorte que ce soit en adéquation avec ce dont nous avons besoin pour nos clients et ce qui est proposé aujourd'hui sur le marché. Alors on peut revenir un petit peu sur l'histoire de ces technologies. Si on parle du casque réalité virtuelle, le premier c'était l'Oculus Rift qui est sorti en 2016. Et puis un an après, une centaine d'entreprises a travaillé sur le sujet. Des géants comme HTC, Samsung, Sony, Google, mais on ne trouve pas d'acteurs français, de constructeurs de cette technologie-là, Laurent Chrétien. Vous voulez dire en France ? Oui. Il y a actuellement une entreprise qui s'appelle NAP, qui produit un masque de. Est-ce que vous pouvez répéter le nom ? On ne vous a pas entendu. Oui, je disais qu'en France, on a un producteur de masques de réalité mixte qui s'appelle, donc un peu équivalent à l'HoloLens de Microsoft, qui s'appelle Lynx. Et qui va lancer son produit tout prochainement. En réalité augmentée, nous avons eu dans l'histoire, dans les 5 ou 10 années dernières, ou plus même peut-être, des producteurs de lunettes de réalité augmentée, mais qui étaient sans doute un peu trop en avance de phase et du coup qui n'ont pas pu attendre que le marché mûrisse. Des entreprises comme l'Aster Technologies, par exemple, qui ont beaucoup travaillé sur des prototypes pour la défense notamment, qui n'ont pas passé le creux de la vague.
Puisqu'il y a un décalage entre réalité augmentée et réalité virtuelle, on peut peut-être en dire un mot pour replacer les choses. Vous utilisez les deux, vous, ou pas? Alors nous, on utilise spécialement la réalité virtuelle. La différence, très rapidement, c'est que si on part de la réalité, c'est ce qu'on voit autour. La réalité augmentée, on va rajouter des éléments par-dessus via un casque ou des lunettes ou via un téléphone. Un exemple typique, c'est Pokémon Go, par exemple, ou une application Ikea. Et la réalité virtuelle, c'est une technologie, on est 100% immergé, on n'a plus de lien direct avec l'extérieur. Nous, aujourd'hui, on est spécialisé dans la réalité augmentée, parce que, dans la réalité virtuelle, pardon, autant pour moi, parce que c'est une technologie qui est mature, où il y a des cas d'usage dans lesquels on se reconnaît. La réalité augmentée, on la surveille de près. Aujourd'hui, on la trouve beaucoup dans du marketing, dans de la communication, dans des opérations de maintenance. Mais sur de la formation, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le cas d'usage qui correspond vraiment à ce qu'on aime faire et à notre ADN. Est-ce que vous parliez de technologies trop avancées en réalité augmentée? Ça veut dire qu'il y a un décalage entre le savoir-faire français réalité virtuelle et le savoir-faire français réalité augmentée, Laurent Chrétien? Alors ça, c'est une question intéressante. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de décalage. On a des acteurs qui sont très forts en réalité augmentée en France et des acteurs qui sont très forts aussi en réalité virtuelle. Plutôt dans le logiciel et dans l'applicatif, comme fait Univers, que évidemment dans l'hardware, comme je le dis tout à l'heure. Oui, c'est ça. Pour moi, il y a pas on a un écosystème qui sont sur les deux créneaux. On constate quand même que quand il s'agit de construire des éléments technologiques, on est un peu en retard par rapport à la mise au point de logiciels qui vont accompagner ça. Donc il y a une question qui se pose sur l'industrie de la réalité virtuelle aujourd'hui, qui est assez loin derrière. Vous avez cité un acteur français tout à l'heure, c'est le seul, et c'est déjà 5 ans après les premières sorties des casques qui aujourd'hui sont utilisés par tout le monde, avec ou non des solutions françaises derrière, mais cette technologie-là physique est utilisée par tout le monde en France. Ça va être très difficile. Est-ce que c'est possible de rattraper ce retard-là? Alors en toute honnêteté, je ne pense pas que ce soit possible de rattraper ce retard-là. Vous savez, c'est un peu à l'image et à l'instar de toute la technologie, hein. Généralement, c'est plutôt les États-Unis, puis la Chine en production qui s'occupe de fabriquer les outils. Nous, je crois qu'on a une très bonne recherche, une très bonne R&D en amont et qui permet d'inventer des choses. Après, on est moins bon dans le passage à l'acte, dans le fait d'aller produire du hardware. En revanche, sur le software et le serviciel, on est plutôt très bon. Oui, vous êtes d'accord? Vous voulez réagir Oui, complètement. Je rejoins complètement Laurent sur ce plan-là. Effectivement, je pense qu'il faut savoir dans quoi on est bon et développer tout ça. Derrière Oculus, il y a Facebook. Derrière HTC, c'est aussi un mastodonte, entre guillemets. Donc, soit à un moment donné, il y aura un investissement et des moyens mis en place pour qu'il y ait vraiment une création d'un casque de réalité virtuelle ou de réalité augmentée qui soit 100% français avec les moyens associés. Soit je crois que c'est intéressant de se baser sur des choses qui existent déjà, mais par contre de créer finalement ce qu'on voit dans ce casque-là et de mettre notre patte. D'autant plus que l'hardware évolue extrêmement rapidement. Donc en fait, c'est une course folle contre la montre et à l'innovation à chaque fois. Donc finalement, nous, on a pris le parti justement de rester sur quelque chose qu'on sait faire, du software, et de faire en sorte qu'on fasse un consortium de studios français qui travaillent très bien. Et l'idée maintenant, c'est d'avoir les moyens de s'exporter. Oui, ça c'est la prochaine étape. Vous parlez de moyens justement. Est-ce qu'on pourrait imaginer, comme on a eu un plan IA, comme on a eu un plan quantique, est-ce qu'il ne faudrait pas donner un coup de pouce au secteur de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée et à cet écosystème qui est en train de croître? Alors je pense que Laurent parlera sûrement plus que moi. Maintenant, il y a des filières qui sont en train de se monter dans ce sens-là sur l'innovation. Il y a également des plans d'innovation, des compétences qui sont faits au niveau national, notamment portés par Pôle emploi sur l'insertion professionnelle, où là, pour le coup, il y a vraiment un soutien. Nous, on a un soutien de la région par rapport à cette thématique-là. Donc, je pense qu'il y a des aides qui existent. Après, est-ce qu'elles sont connues, accessibles, agiles et réactives? C'est une question qui se pose toujours. On vous la pose, Laurent Chrétien. Oui, alors je partage ce que dit Marion, hein. Il existe des choses, le plan, déjà avant Covid, le plan de relance
va permettre d'aller chercher beaucoup plus de moyens pour l'industrie de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Alors, c'est assez difficile de parler de l'industrie de façon globale, parce que, alors, même si on n'a pas beaucoup de hardware, on en a quand même un petit peu, mais il faut aussi dissocier la partie software et applicative de la production des contenus. Hein. Pour faire simple, si vous voulez, vous avez grosso modo la production des contenus qui va être portée par des gens des acteurs comme le CNC, et puis vous avez la partie applicative qui, elle, va plutôt rentrer dans les plans d'investissement d'avenir ou des moyens comme cela. Donc voilà, je pense qu'il y a une urgence, en tout cas, si on ne veut pas perdre une position qui s'est construite dans la durée. Hein. L'excellence française en la matière et ce que nous on représente à Laval en excellence lavalloise, ça s'est construit au fil des ans. On est toujours très bon, mais voilà, il y a de nombreux pays qui s'y mettent et l'innovation sera toujours un moyen d'être et de rester devant. Est-ce qu'on parlait de maturité tout à l'heure de ces technologies, est-ce qu'on est arrivé à maturité sur ces technologies? Quand est-ce qu'on y arrivera? Et quels pourraient être les prochains leviers à faire sauter du côté des softwares, du côté de ce que vous pouvez proposer, vous? On peut toujours faire mieux, c'est forcément ce qui nous motive chaque jour. Quand je parle de maturité, il faut se rappeler que 2 ans avant, on avait des caisses qui étaient forcément reliées à des PC, donc un coût d'installation qui était un petit peu élevé. On avait des moteurs 3D ou des moteurs de création de contenu en réalité virtuelle qui avaient toutes leurs contraintes, etc. Donc en fait, quand je parle de maturité, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en capacité, en moins d'1 mois, de sortir un projet de réalité virtuelle qui est abouti avec un haut niveau de qualité et avec une pertinence pédagogique, si on parle vraiment pour le coup de la formation. Donc on a le savoir-faire, c'est ça que on a le savoir-faire, on a les outils pour le faire également. Après, on peut toujours aller plus loin. Oui. L'enjeu qui se dessine et qui s'est dessiné aussi avec cette crise de la Covid, c'est que les gens ne se retrouvaient plus et donc du coup, nous, forcément, on a pris le contre-pied avec tout ce qui est multi-utilisateur, c'est-à-dire mettre plusieurs personnes dans le même environnement de travail, pouvoir maniper. Il y a eu aussi des contraintes sanitaires qui ont fait qu'en termes de formation, il y avait quand même beaucoup plus d'inertie. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que la réalité virtuelle s'est retrouvée comme une solution sur beaucoup de thématiques. Oui. Et parce que, justement, il y a un savoir-faire à la française et qui a quand même une excellence, on est capable aujourd'hui d'accompagner les entreprises sur des thématiques qui sont actuelles. Alors que peut-être 1 ou 2 ans auparavant, on avait une inertie de 4, 6 mois, 8 mois, 1 an, et finalement, on n'était pas assez réactif en fait, dans la production de contenu derrière. Oui. Laurent Chrétien, peut-être qu'on peut conclure là-dessus. En passant du jeu vidéo à l'entreprise, vous répondrez aussi à cette question. Est-ce qu'on a une évolution de la réglementation? On parle de données, par exemple. Vous proposez d'implanter cette technologie au cœur d'une entreprise, donc de parler de travail, il y a les données personnelles des employés et les données de l'entreprise. Est-ce que la réglementation est préparée à ces nouveaux usages de la réalité virtuelle? Laurent Chrétien. Alors, la réglementation n'est pas forcément totalement préparée. Je crois que c'est comme toute technologie nouvelle, on va rencontrer au fur et à mesure des difficultés qu'il va falloir lever et réglementer. Pour autant, c'est pas vierge non plus. Hein. La RGPD s'applique. Alors certes, la réalité virtuelle immergée dans votre masque, le système peut traquer, déceler un certain nombre de comportements et du coup mieux apprendre à vous connaître ou vous diffuser pourquoi pas des publicités demain qui seront parfaitement ciblées à vos émotions, à vos réactions. Bon, pour autant, on n'en est pas encore là. Hein. Moi, je voudrais juste revenir sur l'aspect maturité. Il faut qu'on conclue. D'accord. Il faut qu'on conclue, Laurent Chrétien. Mais, je vous coupe parce qu'on arrive au bout de cette intervention. Merci d'avoir pris le temps tous les deux de venir débattre de ce nouveau écosystème dont vous faites partie autour de la réalité virtuelle et la réalité augmentée en France aujourd'hui. Marion Tourette, je rappelle que vous êtes directrice générale associée d'Univers et vous, Laurent Chrétien, directeur général de Laval Virtuel. Tout de suite, c'est l'heure de votre rendez-vous Game Business.
De retour sur Smart Tech, on est avec Guillaume Monteux en plateau, président de Gatsby, pour votre séquence Game Business. Bonjour Guillaume Monteux. Bonjour Cécilia. Alors cette semaine, on commence par une news que vous aviez commencé à développer la semaine dernière et qui concerne le monde de la publicité dans les jeux vidéo. Et oui, la société Simul Media annonce avoir créé sa plateforme de distribution de publicité Player One pour les jeux free-to-play PC et l'avoir proposé à Electronic Arts pour ses jeux de e-sport. Alors c'est quoi la vocation d'un jeu free-to-play ? Alors, une plateforme de distribution de publicité, c'est une plateforme qui met en connexion le monde des jeux vidéo et le monde de la publicité au travers d'un format. Nous, chez Gatsby, on a le format blended dans les jeux, c'est-à-dire que les pubs sont affichées dans les scènes de jeu. Simul Media, leur format publicitaire, c'est le rewarded vidéo, c'est-à-dire la vidéo qui va vous octroyer des avantages, des skins, de la monnaie virtuelle, en échange effectivement du visionnage de cette vidéo, exactement comme ce qui se passe sur le mobile, sauf que Simul Media le propose dorénavant dans les jeux free-to-play PC. Alors est-ce que ça veut dire que demain, on ne pourra plus jouer à un jeu sur PC ou sur console sans être envahi de bannières pub ? Bon, en tant que joueur, franchement, j'espère pas. Oui. Parce que pour les jeux payants, quand on a payé 20, 40, 70 € pour un jeu, c'est pas pour être bombardé, pour être bombardé de pubs. Oui. En revanche, dans les jeux free-to-play, qu'on peut jouer gratuitement, la publicité se comprend un peu plus, et notamment par les joueurs. Ce qui est intéressant de noter, c'est le marché du free-to-play, ça fait 23 milliards de dollars dans le monde. Donc c'est plus gros que le marché de la musique. Rien que le marché du free-to-play PC. Deuxième des choses, c'est que la publicité s'intéresse de plus en plus au marché du free-to-play PC. Évidemment. Et donc c'est une bonne nouvelle quand même pour le secteur, d'une part parce qu'il va se développer globalement, et ensuite parce que les petits développeurs vont sûrement rentabiliser leur jeu plus tôt. Seulement 25% des joueurs dans le free-to-play PC achètent des achats in-app. Donc la publicité va leur permettre globalement de remonter les revenus. Il faut faire attention à la publicité. Vraiment, EA notamment avait mis de la publicité plein écran sur un jeu payant de basket, ça avait fait un tollé. Il faut respecter le joueur. Oui, effectivement. Alors Nintendo aussi, d'ailleurs, utilise la publicité dans ses jeux. Oui, alors Nintendo, alors c'est pas la première fois que Nintendo fait de la publicité dans les jeux. On avait vu Mario Kart et la marque de luxe de voitures. Oui. Aujourd'hui, c'est Mario qui s'associe à une montre de luxe connectée faite par Tag Heuer. D'accord. Alors un petit peu comme on avait Mickey, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui dans les Apple Watch montre les heures, voilà, avec ses bras. Ben là, on a la même chose, un Mario qui va montrer l'heure avec ses bras. Et ce qui est un peu rigolo, c'est que sur la lunette de la montre, il y a des éléments de Mario, il y a un tuyau, il y a une étoile. Et en fait, chaque fois qu'on progresse dans ces objectifs quotidiens, notamment typiquement de marche, et ben en fait, il y a des interactions entre Mario et ces éléments-là. Bref, c'est très sympa, très ludique. Et la montre coûte 2000 €. 2000 € pour cette montre connectée Tag Heuer. Sold out. On ne peut plus la trouver, ni sur Internet, ni partout. Donc voilà, c'est plutôt rigolo. C'est peut-être la solution pour les studios d'aller plutôt s'exporter eux que d'importer la pub dans leur jeu. Alors une autre actualité, Steam annonce l'arrivée d'une nouvelle console. Ah oui, une nouvelle console, c'est toujours sympa. Ça fait toujours plaisir. Le 15 juillet dernier, donc Steam nous annonce son Steam Deck, une console connectée, notamment à Steam, leur plateforme de distribution de jeux sur PC, très connue, et la console est censée nous faire jouer à tous les jeux AAA pour le PC, et ce, en mobilité. Et ça, c'est plutôt sympa, et c'est presque une nouvelle. Alors, une première, pardon. Alors, c'est pas une première pour Valve dans le domaine du hardware, et ça a toujours été un peu compliqué pour Valve. Vous vous souvenez peut-être en 2015, ils avaient sorti la Steam Machine, qui était une espèce de PC de salon, qui a fait un vrai four, ils ont arrêté 2 ans après. La même année, ils avaient lancé le Steam Link, qui était une petite box aussi qu'on branchait sur sa télé, qui permettait de streamer des jeux depuis son propre PC. Là aussi, c'était un four. L'année d'après, ils avaient sorti une manette, le Steam Controller, qui était censé révolutionner le monde de la manette, remplacer la souris et le clavier. Là aussi, c'était un four. Ils sont un peu maudits, Valve, sur le hardware. Vous pensez que c'est une bonne idée quand même, ce Steam Deck ? Bah écoutez, pour répondre, il faut regarder. C'est un peu inquiétant quand même. Il faut regarder les caractéristiques techniques. Steam Deck, c'est un processeur Ryzen,
un processeur aussi graphique équipé de l'architecture RDNA2, exactement la même que celle qui est sur PlayStation et sur les Xbox Series X, 16 Go de RAM, jusqu'à 512 Go de stockage, un écran LCD de 7 pouces, avec 2 pavés tactiles, des boutons à l'arrière, une autonomie annoncée par Valve de 5h30, ce qui est vraiment pas mal. La console portable est dockable, c'est-à-dire qu'on peut y jouer aussi sur son téléviseur. Donc sur le papier, elle paraît quand même pas mal et elle s'annonce en vrai rival, encore une fois sur le papier, de la Switch OLED qui sort le 8 octobre prochain. Et pour les jeux, en 2 mots, comme ça on pourra conclure. Écoutez, en deux mots, sur les jeux, le Steam Deck, normalement, doit permettre de jouer à tous les jeux PC. Oui. Donc ça, c'est quand même les AAA, ceux qui sont le plus gourmands en ressources. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle versus Nintendo, dont le nombre de jeux est relativement limité, on va dire en comparaison. Oui. Un prix qui est relativement raisonnable. Oui. Et puis, ils ont lancé les précommandes. Là aussi, le Steam Deck est sold out. 110 000 unités vendues en moins d'1 heure et demie. C'est quand même une prouesse quand même pour le Steam Deck. Donc, on va voir si, face à la OLED de Switch, ils arrivent à faire quelque chose. 110 000 unités vendues pour le Steam Deck, ce que j'ai dit qui était une bonne nouvelle pour eux, en comparaison des 26 millions de Switch que prévoit devant Nintendo cette année, ça fait quand même peu. Donc on va voir. Alors pour terminer, très rapidement, vous vouliez parler de Netflix qui se lance dans le monde des jeux vidéo. Netflix, ce sera la conclusion. Écoutez, il y a un développeur qui s'appelle Steve Moser qui a fouillé dans le code de l'application iOS de Netflix et qui a trouvé le nom d'un nouveau service de streaming de jeux vidéo, Shark, un logo et puis des manettes PlayStation cachées dans le code de l'application Netflix. Il n'en faut pas plus pour que la rumeur d'un partenariat entre Netflix et Sony se propage sur la toile. On va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est quand même peut-être une très bonne nouvelle pour nous tous les joueurs. Effectivement. Merci beaucoup Guillaume Monteux, président de Gatsby, d'être venu nous présenter votre chronique Game Business. On enchaîne avec votre séquence et demain. Si vous aimez regarder les professionnels du golf, vous avez sûrement remarqué cette petite personne qui accompagne le professionnel tout au long du parcours. On appelle cette personne un cadet et c'est l'assistant du joueur. Il est capable de conseiller le joueur sur le choix du club, sur le coup à jouer en fonction des conditions météo et de la stratégie des concurrents. Bref, peut-être c'est la clé là de la réussite de ces joueurs professionnels, un atout que la société Hello Birdie voudrait vous proposer de mettre dans votre poche. Alors, l'idée ce serait de passer de l'assistant de chair et d'os à un assistant virtuel. Pour en parler, on a avec nous Damien Cuilleri, CEO de Hello Birdie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors, ce cadet virtuel, il prend la forme d'une application ? Oui, voilà, c'est une application mobile qui permet donc, vous l'avez dit, de faire le caddie sur le parcours, donc de conseiller le joueur avant le parcours, donc en l'aidant à définir la stratégie de jeu qui est adaptée à son propre niveau. Pendant le parcours, de lui donner le conseil du choix de club. Alors, on prend en compte tous les paramètres de météo, de différence d'élévation, et évidemment les capacités de réalisation de coups du joueur qu'on capte pendant la partie en lui demandant simplement d'entrer les coups qu'il a fait, et puis on va pouvoir définir un profil de performance prédictif grâce à ces données. Et puis après la partie, alors là on se transforme plutôt en coach plutôt qu'en caddie. Le joueur va pouvoir regarder toutes ses statistiques et définir un plan d'entraînement qui est adapté à sa progression. Et donc, toutes les données dont dispose l'application, c'est le joueur qui lui donne ? Alors, on capte beaucoup de données, avec les déplacements GPS du joueur, avec les mouvements aussi, les accéléromètres qui sont situés dans les devices téléphone et Apple Watch pour l'instant. Donc, ça nous permet d'automatiser une grande partie de la saisie de data. Donc vous voulez dire qu'on passe pas pourrait... 20 minutes à saisir ces données. On pourrait mesurer le coût du joueur ? Voilà. On a juste à jouer, et puis à la fin du green, en regardant ses collègues finir leur putt, il suffit de dire, c'est comme un clavier de SMS, vous dites j'ai joué driver, faire 6, 2 putts, et puis c'est tout. Okay. Et avec ça, on a toute la carte de score,
On a toutes les distances réalisées par le joueur. Et ensuite, on peut faire des analyses quantitatives. Donc pas besoin de capteurs à installer Voilà, dans les exactement. trous, par exemple. C'est la grosse différence de Hello Birdie par rapport à certains de nos concurrents qui sont partis plutôt sur un modèle IoT où il faut acheter des capteurs, donc c'est un certain prix, puis il faut les installer sur les clubs, et puis après il y a des problèmes de connexion, ça capte pas forcément tous les Mais alors ça pose la question, est-ce que les technos déjà en place dans l'Apple Watch et dans le téléphone sont suffisantes pour mesurer avec précision, par exemple, le coût avec un club ? Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui on demande aux golfeurs de préciser le type de club qu'il a joué, mais on sait détecter quels ont été les shots et les emplacements GPS qui ont composé la partie. On est encore en R&D sur un système d'analyse de swing qui nous permettra certainement de déterminer même la différence entre un driver et un fair set ou un coup de wedge, simplement en regardant le swing de la personne s'il a une montre connectée. Enfin, une montre connectée, hein, pas forcément de cette marque-là. Cette solution, elle est valable partout dans le monde ? Oui, alors on a les 40 000 parcours qui existent dans le monde dans l'application. C'est disponible pour l'instant juste sur iOS et on est en train de lancer la version Android. On est en bêta-test pour l'instant, d'ailleurs. On a un programme de bêta-testeur si vous voulez tester. Donc tous les parcours du monde sont mappés dans l'application. Et donc l'idée, c'est plutôt d'adresser cette solution aux particuliers, aux professionnels, au club de golf, j'allais dire. Alors en fait, on crée vraiment un écosystème data-centric autour du golf. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la donnée de performance des golfeurs, on intéresse beaucoup de monde. D'abord, on intéresse le golfeur qui va choisir de payer un abonnement pour utiliser nos outils d'intelligence artificielle pour l'aider à progresser. Ensuite, le coach qui devient un meilleur coach puisqu'il a la véritable photographie des performances de son joueur sur un dashboard web qu'il peut utiliser sur son iPad. Voilà. Ensuite, on va intéresser les sociétés qui exploitent le golf parce qu'on va pouvoir leur dire comment exploiter au mieux le temps de parcours. On va intéresser les fabricants de clubs de golf parce qu'on est capable de mesurer quelle est la performance obtenue par les joueurs avec leur matériel. Alors finalement, est-ce que le joueur il garde quand même le contrôle sur son jeu ? Ah ben, c'est un jeu, donc il faut que ça reste un jeu. Et toute la philosophie d'Hello Birdie, c'est justement de lui proposer du jeu. Donc, où est-ce qu'on veut être agressif ? Où est-ce qu'on veut être défensif ? Quel est l'objectif qu'on se fixe ? Mais il peut garder la main quand même. Ah ben, il choisit. Orienter sur les stratégies, avoir des il peut choisir, il va dire, par exemple, le trou numéro 2, je vais plutôt défendre parce qu'il est dangereux pour moi. Le trou numéro 4, je vais plutôt attaquer. Et nous, on va simplement lui dire, pour attaquer, la meilleure solution, c'est de jouer comme ça. Très bien, ce sera un véritable assistant, meilleur encore analyseur de données certainement que les cadets originels, si j'ose dire. Merci beaucoup Damien Cuilleri d'être venu nous présenter Hello Birdie et cette solution pour connecter les joueurs de golf. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette édition de Smart Tech. Tout de suite encore de l'innovation, vous allez découvrir le lab et puis on se retrouve quant à nous demain pour une nouvelle émission Smart Tech sur Bismart. À demain.